Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons commencer les présentations aujourd'hui avec celle de M. Julien Lehoux. M. Lehoux qui est étudiant à la maîtrise. OK. À la maîtrise ici à l'UQAM sous la direction de la professeure Olga Alexiva. M. Lehoux travaille sur le thème de l'internement des civils canadiens à Hong Kong durant la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement entre 1941 et 1943. Et donc, M. Lehoux, la parole est à vous. Alors, tout d'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler dans ce colloque. Je remercie aussi mon collègue Daniel d'être avec moi aujourd'hui. Mon sujet de mémoire se porte sur l'internement des civils canadiens à Hong Kong durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à cet effet, aujourd'hui, je vous présente ce qui devrait constituer le deuxième chapitre de mon mémoire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite mise en contexte. Il faudrait d'abord savoir que la colonie de Hong Kong, qui est une colonie britannique, est prise par l'armée japonaise le 25 décembre 1941. Et rapidement, l'ensemble des civils occidentaux issus des nations ennemies, britanniques, américains, canadiens, sont mis en internement à Stanley Camp à partir du 20 janvier 1942. Donc, pour l'anecdote, justement, la photo que j'ai ici est une famille américaine qui a été mise en internement. Les murs à l'extérieur sont ce camp-là. Donc, le camp va contenir quelques 2800 internés, dont 343 Américains et 73 Canadiens. Et depuis la chute de la colonie, Ottawa est presque dans le noir quant au sort des civils internés à Stanley Camp. Donc, toute nouvelle est la bienvenue. Après de longs pourparlers avec Tokyo, les internés américains auront la chance d'être rapatriés quelques mois plus tard. Le gouvernement canadien va ainsi recevoir tout un lot d'informations sur la situation à Hong Kong. Au même moment, la Croix-Rouge réussit à nommer un délégué officiel et à s'établir dans l'ancienne colonie, garantissant un lien entre celle-ci et l'extérieur. Le HIC, les témoignages des Américains, des rapatriés américains et les témoignages du délégué officiel de la Croix-Rouge sont contradictoires. Donc, ma problématique se pose comme suit. Quelles sont les informations qui sont fournies au Canada dans les premières années d'internement et comment réagit le Canada devant ces différents flots de nouvelles? On va voir ainsi que les internés américains présentent le camp de façon négative. Leurs témoignages brossent un portrait négatif du camp avec des installations vraiment particulièrement défaillantes. D'un autre côté, la Croix-Rouge fait une exposition plus optimiste de la vie au camp. S'ils admettent aux enjeux soulevés par les rapatriés, ils vont diminuer la gravité de la situation en présentant les côtés positifs du camp. Et devant ces informations contradictoires, le Canada va réévaluer son approche vis-à-vis de la situation de ces civils internés. En d'autres mots, il devra prendre une décision sur leur avenir dans les prochains mois. En première partie, je vais d'abord présenter le rapatriement des Américains, puis le contenu de leur témoignage. Ensuite, on verra l'établissement de la Croix-Rouge à Hong Kong et ses visites à Stanley Camp. En troisième partie, on répondra à votre question et on verra la façon dont les deux rapports sont contradictoires entre elles. Et finalement, nous soulèverons la réponse du Canada face à cette situation. Dans le cadre de cette recherche, on s'est surtout servi de témoignages d'anciens internés collectés un peu partout, des rapports de la Croix-Rouge et des documents du gouvernement canadien entre juin 1942 et septembre 1943 que je suis allé chercher à Ottawa et Mme Alexieva en Grande-Bretagne. Donc, le rapatriement des Américains. Entre la mise en internement et le rapatriement des Américains, donc environ 6 mois, il n'y a quasiment aucun moyen de communication entre Stanley Camp et l'extérieur. Les Japonais n'auront autorisé aucun envoi de lettres ou de télégrammes. Et de fait, Stanley Camp devient un véritable gouffre d'informations. Donc, par exemple, la famille d'une religieuse canadienne internée à Hong Kong, Mme Germaine Gontier, va avoir aucune nouvelle de sa famille jusqu'en août 1942, lorsqu'un rapatrié américain va prendre en contact avec eux. Et c'est très rapidement que les États-Unis et le Japon vont commencer les pourparlers, dès le 8 décembre 1941, durant même la bataille de Hong Kong et quelques heures après Pearl Harbor, que les deux belligérants vont déclarer à l'amiable qu'ils souhaiteraient procéder à un échange de prisonniers. Et les modalités et les objectifs de ces échanges de prisonniers vont continuellement changer au fil des prochains mois. On vise d'abord à rapatrier les employés officiels et leurs familles. Ensuite, les États-Unis vont vouloir étendre ça aux femmes et aux enfants, jusqu'à finalement étendre ça à littéralement tout le monde qu'ils peuvent ramasser. Et finalement, les modalités du premier échange sont lancées en février 1942, lorsque Washington établit une liste formelle des civils prioritaires. Donc, en 3 catégories, les civils qui sont à risque de circonstances dangereuses, à ce sens, les personnes qui sont mises en internement ou qui sont arrêtées, c'est-à-dire la quasi-totalité des Américains en Asie. Les citoyens qui habitent des régions jugées dangereuses, on va citer en exemple la Thaïlande, l'Indochine et Hong Kong du fait de la température à l'époque et aussi de la surpopulation des camps. Et en troisième place, les citoyens qui se retrouvent loin des centres métropolitains de l'Asie, donc Tokyo et Shanghai, ou, principalement Tokyo et Shanghai dans le fond. Et c'est de cette façon que les internés américains de Stanley Camp sont choisis comme étant des sites prioritaires au rapatriement. Si on fait un petit récapitulatif très bref, ils sont tous en internement, ils sont dans une zone qui est jugée dangereuse et ils sont loin des 2 centres métropolitains principaux. Et en choisissant Hong Kong, les Américains vont réussir à garantir le rapatriement de plusieurs centaines d'internés à Shanghai et dans l'archipel japonaise. Malgré ce que je viens de dire, malgré que ce n'était pas des sites prioritaires, les États-Unis préfèrent sauter sur l'occasion, faire une pierre 2 coups et ramasser le plus de gens possible pendant qu'ils sont là. Donc, le bateau japonais, l'Azama Maru, va quitter le port de Yokohama au Japon
et se rendent à Stanley Camp le 29 juin 1942 pour amener les Américains. À Shanghai, c'est le MS Conteverde, un bateau italien, qui fait le voyage. Comme convenu, les deux navires vont se rendre au port de Lourenço Marques, en Afrique du Sud, et vont procéder à l'échange. Les Américains vont donc embarquer dans le MS Grimshaw et retourner aux États-Unis, dans le port de New York. Et c'est durant ce voyage que les premiers témoignages de leurs expériences sortent. Donc, les rapatriés américains sont les premiers à pouvoir témoigner en masse sur la situation à Hong Kong, et de fait, beaucoup souhaitent faire entendre leur expérience. Surtout que plusieurs d'entre eux sont des journalistes, donc ils ont la plume assez facile. Donc, dès qu'ils arrivent à bord, on assiste à un véritable spectacle où tout le monde sort leur machine à écrire ou empoigne du papier et du crayon et met sur écrit leur dernier mois. De fait, on va retrouver plusieurs articles de journaux fraîchement prêts dès qu'ils arrivent à New York le 27 août. De même aussi que c'est une véritable littérature de guerre qui va se développer entre 1943 et 1945, où les anciens internés vont exposer avec grand détail leur courte expérience d'internement. D'ailleurs, dans le cadre de cette recherche, j'ai retrouvé personnellement plus d'une demi-douzaine de livres qui ont été publiés seulement en 1943, seulement concernant Stanley Camp, dont c'est sans parler des autres années ni des autres camps. Et autant dans les témoignages dans les médias ou dans ses mémoires, les rapatriés vont mâcher très peu leurs mots. Ils vont exposer avec grand détail les différents enjeux au sein de Stanley Camp. Donc, par exemple, la nourriture qui est particulièrement manquante et qui entraîne diverses conséquences. Dans les mémoires de la famille Hammond, ils vont dire, je paraphrase, « Nous avons perdu tellement de poids à cause de notre régime de famine que nos os sortaient de nos corps. » La nourriture est aussi carrément infecte. On décrit des sacs de riz mélangés avec du sable, remplis d'insectes, de rats, parfois vivants, parfois morts, qui sont envoyés dans le camp pour les interner. C'est aussi sans mentionner les rations de nourriture, comme les rations de légumes qui étaient quasiment inexistants, ou de viande qui était passée date lorsqu'ils arrivaient au camp. Les autres enjeux sont divers. Les rapatriés vont se plaindre du problème important de surpopulation au sein du camp, qui est supposé occuper quelques centaines de personnes, mais comme je le dis, qui a environ 2800. De plus, on va dénoncer le manque criant de matériel. Les Américains vont ainsi décrire leur manque de vêtements. Lorsque les gens arrivaient au camp, les vêtements qu'ils portaient, c'était les vêtements qu'ils gardaient jusqu'au reste de la guerre. En couverture, en meubles, dans une chambre qui pouvait contenir 4 personnes, il y avait peut-être 15 personnes qui étaient à l'intérieur pour 4 lits, dont 3 qui étaient brisés. Et en médicaments au syndicat. Dans un cas dramatique, j'ai la journaliste Gwen Liu qui va accuser les Japonais, d'avoir laissé son ami mourir de maladie par négligence médicale. Selon elle, les Japonais auraient intentionnellement refusé qu'il aille ses médicaments, ce qui aurait provoqué sa mort. Plusieurs témoignages aussi d'abus physiques et sexuels de la part des gardes japonais. Ceux-ci auraient fréquemment donné des gifles aux internés qui leur auraient manqué de respect selon eux. Donc, par exemple, il y a un interné qui rapporte avoir vu l'un de ses collègues se faire gifler pour ne pas s'être incliné devant un garde. Il y a aussi quelques internés qui rapportent avoir vu des Japonais tenter d'observer à leur insu des femmes qui faisaient leur toilette personnelle, qui se changeaient, qui prenaient leur douche. Dans un autre cas, on a un garde ivre qui se serait immiscé dans la chambre d'une femme, et lorsque ses colocataires, sont quand même 15 dans la pièce, auraient vu le monsieur, ils auraient tous reçu des gifles, et le monsieur serait parti en les insultant. En même temps, Ottawa va tenter d'avoir des informations des internés canadiens, mais sans grand succès. Donc, le témoignage américain fait écho sur la situation et inquiète le gouvernement canadien, qui, en retour, reçoit aucune information du gouvernement japonais de Tokyo. Bref, aucune coopération à ce niveau-ci. Donc, au même moment que les États-Unis et le Japon discutent des modalités de la première échange, la Croix-Rouge va réussir à s'établir à Hong Kong. Et au début de la guerre, il n'y a qu'un délégué de la Croix-Rouge en Asie, le Dr Fritz Paravincini, basé à Tokyo. C'est seulement en mars 1942 que le gouvernement japonais va autoriser la Croix-Rouge d'essayer un autre délégué à Shanghai, Edward Egol. Toutefois, la tâche est lourde. Shanghai comprend plus de 7 camps d'internement de diverses tailles, en plus des hôpitaux militaires, des centres de rassemblement, et aussi, Shanghai est un métropolitain, c'est lui qui reçoit tous les messages entrant et sortant de la Chine. On parle de quelques 300 000 messages par mois. Donc, la tâche est vraiment très lourde, et c'est avec la pression de Egol qu'on va autoriser un autre délégué à Hong Kong, Rudolf Zindel, qui est un habitant de longue date, et c'est le 22 juin 1942 que la Croix-Rouge va le nommer comme délégué à Hong Kong. Les tâches qui sont attribuées à Zindel sont floues. Officiellement, sa tâche est de faire la liaison entre les internés et leurs pays respectifs. Donc l'homme va coordonner tous les messages, les envois et les colis divers qui rentrent et qui sortent à Hong Kong en direction des internés. Il s'occupe aussi à supporter humanitairement les internés en leur offrant de l'argent, de la nourriture, des médicaments et quelconque matériel utile qu'ils trouvent. Toutefois, les Japonais restreignent rapidement cette activité et il peut agir aussi aisément qu'il le souhaite. Donc, comme le paraphrase l'historienne Vaudine England, qui a quand même beaucoup écrit sur lui, on lui permet d'abord de faire ce qu'il veut, à l'exception qu'il doit demander permission pour fournir de l'aide directe aux internés. De fait, ces visites à Stanley Camp sont sporadiques et ne dépendent que par les autorités japonaises. Entre sa nomination et septembre 1943, il semble avoir visité le camp seulement qu'une demi-douzaine de fois, ce qui est censé être des visites mensuelles d'habitude. À cet effet, chaque visite s'accompagne d'un rapport qui décrit la situation au camp. Et on remarque une différence notable entre ces rapports et les témoignages des Américains.
Dans son rapport de juin 42, Zindel va commencer par accentuer tous les points positifs du camp. Beautiful surroundings, abundance of light and fresh air, one of the best beaches in Hong Kong. Il ne manquera pas non plus de mentionner les diverses installations du camp, donc les terrains de sport, la bibliothèque, les cuisines, les salles de bain, les espaces religieux. Toutefois, c'est sans spécifier que ces installations sont obsolètes, en ruine ou interdites d'accès au camp. Donc les terrains de sport ont été soumis au bombardement d'artillerie, la bibliothèque n'a pas de livres, la cuisine n'a pas de nourriture, la plage est interdite d'accès, il y a encore des cadavres en décomposition. Donc, Zindel admet les problèmes du camp, mais va diminuer leur gravité. Les enjeux comme la situation alimentaire ou le surpeuplement sont rapidement établis, tout en offrant des solutions vagues et inefficaces pour montrer que la situation est sous contrôle. Donc, par exemple, concernant la nourriture, il va mentionner en une phrase que c'est un problème, mais qu'il note une amélioration sans donner plus de détails. Concernant le surpeuplement, il va diminuer l'intensité du problème. Tandis que les externés vont mentionner que chaque pièce peut contenir jusqu'à une quinzaine de personnes, Zindel va dire que lui, qu'il n'a vu que des pièces avec 7 personnes au maximum. Donc, c'est peut-être un mensonge, c'est peut-être qu'il n'a pas fait son travail, qu'il a visité le camp comme il devait le faire, ou simplement, c'est une manipulation du rapport. Et pour régler le problème de surpopulation, il va simplement suggérer que les gens ouvrent la fenêtre. Au cours de ses prochaines visites, Zindel va fournir des rapports similaires qui n'amènent pas plus d'informations aux pays alliés. Donc, après sa visite en mars 1943, il indique simplement que les conditions à Stanley Camp n'ont pas changé depuis sa dernière visite en février 1943. Février 1943, ça n'a pas changé depuis janvier 1943, et ainsi de suite. Par le fait même, il y a plusieurs Indianais qui vont écrire dans leur journaux intimes que Zindel est passé, mais à part interviewer quelques personnes, il n'a pas fait grand-chose ce jour-là. On arrive à mon troisième point. En retour, le gouvernement canadien détecte rapidement les incongruités entre les témoignages des Américains et les rapports de Zindel. Et ils vont conclure tout aussi rapidement que les derniers rapports sont erronés. Il y a plusieurs preuves qui sont amenées à cet effet. Premièrement, la Croix-Rouge admet elle-même, dès octobre 1942, qu'elle lit tous les messages qui rentrent et qui sortent de Hong Kong et les censure en fonction des exigences des Japonais. On interdit ainsi tous les messages qui font référence à la guerre ou à la politique en général. Pour Ottawa, il devient donc certain que la Croix-Rouge agit pour le compte des Japonais. Et si ceux-ci influencent les messages privés, les rapports le sont forcément aussi. Donc, en deuxième preuve, ils sortent une petite phrase qui figure dans tous les rapports de Zindel, « Thanks to the courtesy of the Nipponese authorities », impliquant l'approbation de l'armée japonaise avant l'envoi du dit rapport. Les autorités canadiennes concluent que le délégué de la Croix-Rouge est coercé à écrire des rapports positifs par l'armée japonaise. D'après tout, Zindel est un homme de famille et il a à son service plus d'une trentaine d'employés, chacun avec une famille aussi, établis à Hong Kong. Et comme mentionné, sa simple présence est tolérée et les conséquences sont réelles si jamais il sort de ses limites. On peut citer rapidement le cas du Dr. Selwyn Clark, qui est un associé à Zindel, qui a fait beaucoup pour le camp, et lorsqu'il a dépassé ses limites, il s'est fait emprisonner, torturer et menacé d'exécution. Ainsi, à partir de janvier 1943, Ottawa ne donne plus de légitimité aux témoignages de Zindel. S'ils accueillent tout de même ces rapports, ils les conservent avec attention. Bref, c'est dû à prendre et à laisser. Concernant ses contenus, Zindel va tout de même garder une certaine utilité à Hong Kong, toutefois, ce ne sera pas dans le cadre d'informateurs. Pour Ottawa, Zindel sera maintenant considéré principalement comme un agent d'aide humanitaire. Mais ici, on lui fait beaucoup plus confiance pour assister les internés en termes d'envoi et de redistribution de nourriture et de biens divers. De fait, Zindel va passer le restant de la guerre à coordonner divers cargos de la Croix-Rouge et à gérer un nouveau centre aussi, Rosa Hill, qui servait à s'occuper de toutes les personnes jugées vulnérables, donc des femmes veuves, des personnes âgées et des enfants. Donc, si nous retournons à notre thèse, à cause de ces informations contradictoires, le Canada va devoir changer son approche vis-à-vis sa considération face à la Croix-Rouge et à la situation à Hong Kong. Donc, pour conclure rapidement, la Cour de coopération laisse une très mauvaise impression de la Croix-Rouge à Ottawa. Il y a plusieurs membres qui vont se méfier des délégués de la Croix-Rouge, doutant leur neutralité. Par exemple, il y a un colonel de l'armée canadienne qui va scander que le gouvernement devrait tenter par tous les moyens à limiter les pouvoirs des délégués de la Croix-Rouge, car ils sont contre leur intérêt. D'autres encore sont carrément confus du rôle de ces membres. Pour citer un officiel, « It is a surprising thing that much as we work with the International Red Cross, there is nobody in the whole government of Canada who understands that organization. » En somme, c'est encore une incompréhension totale de l'entité, et c'est cette incompréhension qui va motiver le Canada à s'engager lui aussi à rapatrier ses citoyens en septembre 1943, d'où la base de mon prochain chapitre qui devrait être en phase d'écriture prochainement. Donc, merci. Bien, merci, M. Lehoux. Nous allons passer à la seconde présentation du dernier panel d'aujourd'hui. Par M. Daniel Lemire. M. Lemire travaille à la maîtrise en histoire sous la direction de Alexiva également. Il travaille sur le projet révolutionnaire nationaliste chinois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est date. Bon, je vais vous laisser le soin d'expliquer les dates. M. Lemire, la parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup
d'être présent encore pour la dernière présentation de la journée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du siège de Chongqing, qui évidemment est une partie de mon mémoire. Donc mon objectif aujourd'hui va être de faire ressortir de ce siège les caractéristiques de la décennie de Chongqing, donc un chrononyme que j'utilise dans mon mémoire pour essayer de pas juste accentuer le conflit, mais aussi d'autres aspects de la période, qui va justement de 1937 à 1947. Les sources que j'utilise principalement vont être les archives des missionnaires canadiens Mary et James Endicott, qui étaient présents en Chine de 1927 à 1941, et ceux de l'ambassadeur canadien Victor Odlum, qui est présent en Chine de 1943 à 1948. Alors, juste pour vous mettre un peu en contexte, les nationalistes prennent le pouvoir en Chine en 1927, à Nankin, et ils constituent, à partir de ce moment-là, un État qui prend de l'ampleur, suffisamment pour devenir une menace pour l'impérialisme japonais qui veut la Chine, essentiellement. Et en 1937, cette collision-là est totale. Les Japonais envahissent la Chine et, comme vous pouvez voir avec la carte actuelle, ils prennent l'ensemble des plaines de l'Est, ainsi que la côte et Hong Kong en 1941. Les nationalistes chinois, à ce point-ci, battent en retraite sur Chongqing, qui est le point rouge, qui est encastré dans les montagnes, donc une forteresse naturelle où est-ce qu'ils peuvent continuer leur lutte, mais aussi leur projet politique et social pendant la période. Donc, le premier volet du siège de Chongqing est bien entendu d'ordre militaire. Premièrement, on commence par encercler la Chine, mais après ça, à cause des montagnes, les troupes japonaises ne peuvent plus continuer à avancer. Donc, c'est vraiment le bombardement stratégique qui va devenir le principal instrument des Japonais. Ils vont pilonner la Chine libre avec 12 000 raids pendant l'ensemble du conflit. La ville de Chongqing elle-même va être bombardée 200 fois entre 1938 et 1943, et elle va, au total, l'ensemble de ces bombardements vont causer 200 000 victimes, puis bien entendu beaucoup de dommages matériels. Alors cette violence-là est une caractéristique importante de la premier tiers, même la première moitié de la décennie de Chongqing, qui est caractérisée par cette violence-là au quotidien. On voit cette violence-là qui est intégrée dans la routine des gens. Donc, Mary et James Endicott et leur famille vivent en banlieue de Chongqing et ils vivent au son des alarmes. Puis on est en train de manger, l'alarme sonne. On descend dans la cave, on emmène son repas, puis on va continuer à manger là. On va chanter des chansons dans l'abri. Donc, l'abri devient rapidement quasiment un lieu de résidence primaire, quasiment. Et on doit accepter un peu, normaliser ça pour ne pas devenir fou, je pense, pour être honnête. Et donc ça devient aussi une dimension très culturelle. On va faire, j'ai trouvé une pièce de théâtre que Mary Endicott a écrit avec ses enfants dedans, donc ils sont en train de faire un cours de grammaire, puis ils veulent tout de suite aller dans l'abri quand l'alarme sonne, mais non, la professeure de grammaire a dit non, on continue, parce qu'il faut attendre la deuxième alarme, parce que c'est là où est-ce que ça devient réellement dangereux. Alors c'est normalisé, mais c'est quand même structurant comme expérience. Après ça, il y a bien entendu des cas extraordinaires de violence, comme les bombardements du 3 et 4 mai 1939, où est-ce que pendant 2 jours continuels, Chongqing est bombardé, et la moitié de la famille Endicott, donc les enfants et Mary, sont dans les banlieues, ils voient la ville en feu, et ils savent que leur père ou leur mari, dans ce cas-ci, est dans la ville en question, et lui, dans ses propres lettres, il rapporte le bruit des bombardiers qui arrivent, le cri des gens qui sont pris dans les flammes ou dans les bâtiments, les blessures terribles des gens. Donc, c'est une caractéristique aussi. Les civils sont face à cette violence-là, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps le cas avec les combats terrestres, si on peut dire. Une autre conséquence importante du bombardement, c'est que ça arrête carrément la vie quotidienne des gens. Donc, oui, sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Donc, les gens qui sont dans des usines, ils doivent aller aux abris quand les bombardiers arrivent, à moins qu'ils veulent mourir, mais c'est rarement le cas. Donc, ça vient vraiment paralyser la Chine ponctuellement. Et ça donne aussi un énorme pouvoir à l'État, parce que les gens veulent se faire protéger et l'État va leur fournir cette protection-là. Donc, on va commencer à réguler la construction d'abris. Donc, si vous regardez la citation du haut, dans la première phase, on voit que les abris antibombes sont maintenant rendus obligatoires pour les institutions. On commence aussi à contrôler le mouvement de ces institutions-là, comme une école. Toutes les écoles sont évacuées de la ville s'ils ne l'avaient pas déjà été en 1937. Donc, il y a ce
il y a l'abri qui vient vraiment un centre de pouvoir pour l'État pour intervenir. On émet des permis pour que les gens aient accès à ces abris-là ou qu'ils l'aillent en fonction de leur travail. Donc ça aussi, ça leur permet vraiment de contrôler le mouvement des gens dans la ville, puis bien entendu à l'extérieur. Et après les fameux bombardements terribles de mai 1939, le gouvernement central prend le contrôle de la ville elle-même et qui appartenait aux autorités provinciales. Et donc, son champ d'action s'élargit encore plus et il décide d'adopter en plus de ça des plans de restructuration urbain. Donc, profiter dans le fond de la destruction de la ville pour essayer de créer des voies pour empêcher que les incendies se propagent plus. Donc, c'est une espèce de modernité sous conditions extrêmes qui a lieu. Alors, la deuxième partie du siège de Chongqing, qui est d'ailleurs chronologiquement parlant plus au centre de la période, ou du moins devient plus flagrant pendant cette période-là, donc autour de 1940 environ, c'est le poids économique d'un siège, qui est terrible pour ceux qui font l'histoire militaire. Donc, et ça, c'est évidemment expliqué par le fait que la Chine libre a été brisée en deux avec le siège de Chongqing essentiellement, et qu'il y a des énormes déséquilibres de production qui ont été créés par cette rupture-là, qui n'est pas naturelle sur le plan économique. Donc, l'exemple que j'ai mis, c'est le coton. Donc, la majorité de cette production-là est en Chine occupée. Donc là, on a un problème de comment on va habiller les gens. Avec le peu de production qu'on a, on va... ensuite de ça, il faut le transformer. Donc, ça va être des femmes principalement chez elles qui vont transformer ces matériaux-là avec des moyens pré-industriels. Essentiellement, on n'est pas dans la machine à coudre. Ensuite de ça, le riz, c'est un peu l'inverse. On a assez de production en Chine libre, mais cette production-là ne peut pas circuler efficacement dans les territoires de Chongqing parce que ce n'est pas un espace qui avait été pensé en lui-même. Donc, vous allez peut-être vous rappeler, les montagnes, entre autres, c'est un problème. Bien entendu, il y a aussi le fameux bombardement qui ne cesse pas. Et il y a juste aussi le fait que même si on aurait les fameuses routes, il faut quand même aussi du carburant. Donc, une partie de ces céréales-là sont utilisées pour créer du carburant. Donc, on est dans un cercle vicieux qui commence à devenir très problématique. Puis là, j'ai présenté 3 exemples, mais je peux vous garantir qu'il y en a d'autres. Après ça, il y a aussi le fait que cette rareté-là, ou du moins cette spéculation-là sur certains de ces produits-là, fait qu'on a une inflation qui devient problématique. Donc, le prix des denrées augmente, puis le pouvoir d'achat des gens baisse parce que le gouvernement a décidé d'imprimer plus d'argent, même s'ils sont ironiquement pas capables de l'imprimer en Chine. Ils doivent donc la faire venir par avion des États-Unis parce que sinon l'argent va se faire contrefaire. Alors, il y a vraiment un énorme poids qui est mis en place ici, des grosses contraintes structurelles qui brisent vraiment la vie des gens de manière très, très flagrante. Puis l'exemple que j'ai mis ici, c'est dans une lettre de Mary Endicott, où est-ce qu'elle explique qu'en quelques mois seulement, le boisseau de riz a passé de 6 $ probablement canadiens or, à 26 $. Donc, eux, ils dépendent beaucoup de cet argent-là qui vient de l'étranger. Et là, en quelques mois seulement, la vie vient de changer complètement. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi ils vont quitter en 1941, parce que c'est plus viable de rester en Chine sans un support financier constant. Donc, le régime va essayer évidemment de faire face à ces problèmes-là autant qu'il est capable. Ses moyens sont limités. Puis une des solutions qu'ils vont mettre de l'avant, c'est qu'ils vont commencer à arrêter d'imposer les gens en argent, mais en grains. Donc, ils vont retourner à la bonne vieille méthode, presque moderne ou ancienne, en fait, de percevoir les taxes en grains. Et le problème, c'est que là, ça crée plein de problèmes, parce que c'est pas une unité, on s'entend, qui est rationnelle. Puis ça peut varier beaucoup en fonction des régions. Sinon, ils vont aussi adopter une taxe de transit, donc sur les routes terrestres, par exemple, à partir de 1943. C'est évidemment une solution aussi qui est controversée, entre autres parce que ça nuit un peu à la circulation des produits, mais en même temps, c'est un régime qui est en perte de finances terrible. On s'entend qu'ils sont alimentés par du grain, c'est ça leur taxe. Donc, ils essaient de trouver toutes les solutions qu'ils peuvent pour faire face aux problèmes. Une autre solution qui est encore plus controversée, c'est le fait qu'ils décident de réguler un commerce avec la Chine occupée, donc avec l'ennemi essentiellement. Et ça s'explique justement par ce fameux déséquilibre de production qui est phénoménal à cause qu'on a brisé la Chine en deux. Alors, l'extrait que j'ai mis en photo, je ne sais pas si vous êtes capable de lire, mais dans le fond, le haut montre les produits qui arrivent en Chine libre. Donc, principalement, c'est le coton,
la soie, des médicaments, du dentifrice, des chandelles. Alors que, inversement, ce qui sort de la Chine libre pour payer essentiellement ces produits-là, c'est plus du riz, du bois, du cuir, de l'aluminium, donc des ressources naturelles. Donc, essentiellement, il y a un commerce qui commence à se créer. Dès 1939, le gouvernement permet ces produits-là de circuler parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne circulent pas, ils vont perdre. Leur économie n'est pas capable de fonctionner. Puis les Japonais aussi acceptent ça parce que eux aussi, les territoires qu'ils possèdent sont vraiment affectés par ce déséquilibre de production-là. La Chine a été fracturée de manière absurde, d'une certaine manière, par la guerre. Un autre exemple que j'ai, c'est une question vraiment c'est des mineurs dans le Guangdong, donc dans le sud de la Chine, que, au hasard de leur vie, leur village et leur mine se situent littéralement sur la ligne de front, quasiment, ou à la démarcation, parce qu'il n'y a pas tant de combats que ça, des fois. Et eux, ils vendent de la wolframite aux Japonais au travers de proxy. Et ils savent ça, mais les agents anglais, quand ils vont les rencontrer, ils se rendent compte que non, il faut pas leur parler de patriotisme, c'est pas la meilleure stratégie. Ces gens-là vendent leur wolframite parce qu'ils ont besoin de coton, puis c'est avec ça qu'on les paye. Puis la wolframite, ça se mange pas, donc ils en ont besoin, puis c'est vraiment ça qui est important. Donc, c'est une question de survie, et c'est une illustration beaucoup de à quel point la situation va mal à partir de 1943 et qu'on tolère ça. Donc, ils proposent vraiment dans leur rapport de juste proposer un contre-offre à ces paysans-là pour qu'ils puissent continuer à survivre en produisant ce fameux minerai. Alors, la dernière grande pression, si on peut dire, qui chronologiquement aussi est en dernier, c'est la pression des Alliés qui commence à partir de, bien entendu, dès leur arrivée, le 41, mais qui commence à devenir de plus en plus lourd à partir de 43, 44, 45. À ce moment-là, la guerre commence à être certaine d'être gagnée, surtout à partir de 44. On est pas mal certain que ça va bien finir. On ne sait pas dans quelles conditions parfaitement précisément, bien sûr, mais puis on est plus en train de préparer la post-guerre, donc le nouveau monde qui s'en vient. Et à cause de ça, la majorité des diplomates dans la région sont plus préoccupés à façonner la Chine à leur image. Et cette critique-là, en Amérique du Nord, est particulièrement virulente. Aux États-Unis et au Canada, on va vraiment commencer à critiquer beaucoup le régime. À ce point-ci, les nationalistes sont de plus en plus vus négativement et les communistes de manière positive. Donc, il y a vraiment toute cette situation-là. Puis, Victor Odlum, qui parlait en avril 1945 à Chiang Kai-shek, lui explique que ce problème-là, qui est probablement lié à la censure qu'il a imposée aux journalistes quand il était en Chine pendant le conflit, et qu'une fois retournés en Amérique du Nord, ils se sont essentiellement un peu vengés, ou du moins ils ont mis les choses un peu négatives dans la presse à cause de ça, et il lui propose d'abolir la censure pour un peu combattre cette mauvaise presse-là qu'il y a en Amérique du Nord. Puis après ça, dans l'autre extrait que j'ai mis dans le PowerPoint, il explique qu'il y a aussi l'autre problème que la Chine ne semble pas faire beaucoup de progrès sur le plan démocratique. Et à cette affirmation-là, Chiang Kai-shek lui dit oui, mais est-ce qu'ils sont au courant que le Congrès national va se réunir en novembre pour adopter une constitution qui va être sous-entendue démocratique? Et Odlum répond oui, mais c'est pas assez. Donc, et ça, c'est un peu le cycle perpétuel des critiques que le régime va subir pendant cette période-là. C'est jamais assez ce qu'ils font. Les Américains, au sens large, ils sont très peu patients avec le régime. Puis Odlum, même si c'est probablement le plus sympathique des diplomates dans la région, il doit quand même entretenir ce discours-là lui aussi. Donc c'est vraiment un problème. Puis souvent, j'essaie de me mettre dans la peau de Chiang Kai-shek ou de ses représentants ou de ses différents ministres. Puis pour eux, ça devait avoir aucun sens. Ils sont en plein milieu d'une guerre, mettons en 44-45, et on leur demande de libéraliser la presse chinoise alors qu'ils n'arrêtent pas de se faire insulter par une presse étrangère. J'essaie de me mettre dans sa tête, puis je comprends vraiment comment ils devaient trouver ça très étrange, même si je pense qu'à long terme, ils l'auraient probablement fait, plus pour des raisons politiques. Il sait qu'il doit intégrer un monde, une communauté des nations qui est en formation. Donc, je pense qu'il l'aurait fait probablement, mais je pouvais aussi comprendre que c'était très étrange pour un homme qui n'avait jamais vécu la démocratie, puis cette fameuse liberté de presse,
de voir toute cette dynamique-là en place. Sinon, il y en a qui vont, par on, je veux dire les États-Unis, pour être honnête, qui vont utiliser leurs outils ces outils-là pour mettre de la pression directement sur le régime. Donc, le fait qu'ils ont du matériel de guerre, ils ont de l'or pour stabiliser la monnaie chinoise, toutes ces ressources-là vont être utilisées par les États-Unis pour mettre de la pression sur le régime d'une manière pas très polie. Puis dans certains cas, le cas le plus connu, c'est Joseph Stilwell, qui était le chef des armées américaines jusqu'en 1944, qui se sert littéralement de ce matériel-là pour avancer ses objectifs personnels vis-à-vis de Chiang Kai-shek. Il veut devenir le chef des armées du théâtre chinois et il va presque réussir dans cette stratégie-là. Mais il va avoir plusieurs situations, puis il va retenir du matériel de guerre pour atteindre ces objectifs-là, même pendant une des plus grandes offensives japonaises en 1944, qui est comme une nouveauté. Là. Soudainement, les Japonais ont décidé de déclencher 1 million de soldats, une offensive d'1 million de soldats sur les Chinois, et c'est vraiment un problème. Puis il va quand même retenir le matériel pour ses objectifs politiques-là. Alors, c'est vraiment un problème. Et bien entendu, les Chinois vont répondre à ça sans non plus se laisser faire. À ce point-ci, ils sont rendus un État souverain. Ils font partie des quatre grandes puissances du monde, les 4 grands alliés. Aussi, ils savent qu'ils retiennent 1 million de soldats sur leur territoire qui pourraient être déployés dans le Pacifique, donc ça serait terrible sur le plan militaire s'ils arrêteraient de se battre. Ils sont aussi conscients de leur potentiel économique dans le futur que les Américains veulent bien entendu un jour profiter. Alors, si tu veux construire un gros barrage sur le Yangtze, il va falloir que tu te calmes. C'est un peu la manière que ça fonctionne. Donc, il va y avoir un bras de fer. En somme, les Chinois ne sont plus à la merci de leurs alliés, ou plutôt, même plus précisément, des forces occidentales. Ils sont maintenant capables de rivaliser avec eux. Alors, ils ne sont pas complètement sans agentivité comme ils l'ont déjà été. Alors, pour conclure, la décennie de Chongqing, c'est vraiment l'histoire du siège de la Chine libre, mais de différentes manières. Bien entendu, au début, c'était cette violence-là quotidienne que j'ai décrite au travers du bombardement, mais qui avait plusieurs visages, bien entendu. Après ça, c'était aussi cette pression-là lourde des structures économiques et sociales qui commencent à se disloquer à partir des années 40-41 et en continuant tout au long du conflit. Et finalement, c'est une lutte politique entre la Chine et ses alliés, principalement, pour déterminer un peu le futur de la Chine. Et d'une certaine manière, ils ont gagné dans cette dernière phase-là vis-à-vis de leurs alliés. Donc, ils ont réussi à garder les États-Unis comme principal allié, essentiellement. Mais ironiquement, en même temps, cette période-là est marquée aussi par une expansion donc, du pouvoir de l'État chinois pour faire face à tous ces défis-là, mais en même temps aussi un effritement de sa puissance réelle, ce qui fait qu'on est dans une situation où est-ce qu'on a 2 axes qui sont en contradiction et qui mènent donc à l'effondrement final du régime malgré le support de ses alliés en 1947, puis après ça pendant la guerre civile contre les communistes. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Et donc, on va maintenant passer à la période de questions. Donc, je vous invite à venir à l'avant ici au micro. Et lorsque vous posez votre question, de rester en même temps au micro parce que ça va être enregistré aussi. Donc, si vous avez des questions à poser. Julien, c'est quoi qui est advenu du responsable de la Croix-Rouge qui était assigné justement au camp Stanley, Rudolph, j'ai la misère avec son nom là? Oui, Zindel. Zindel, oui. Zindel est resté en poste jusqu'en 1945. Les seules nouvelles que j'ai eues par après, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il décide de rester à Hong Kong un peu pour régler ses affaires. C'est quand même un homme d'affaires. Après ça, il est retourné en Suisse pour des problèmes de santé. Je ne sais pas si ces problèmes de santé étaient dus nécessairement au stress qui causait l'idée de gérer tous ces camps d'internement-là. C'est une spéculation que j'ai personnellement, mais je n'ai pas pu confirmer. D'un point de vue historiographique, le monsieur a été jugé de façon très dure. Pour être honnête, il y a beaucoup d'internés britanniques et canadiens qui ont dû rester jusqu'à la fin de la guerre, qui demandaient carrément à ce que le monsieur soit jugé en procès comme étant un traître aux nations alliées et contre les Japonais. Ça a été jugé très durement d'un niveau historiographique, mais on a une certaine petite renouvelance parmi les 2 historiens qui étudient sur le sujet pour essayer de rétablir son nom. OK.
Dans le fond, c'est quoi les conclusions qu'ils en sont venus justement à propos de cet homme-là, de ces historiens, les deux historiens que tu mentionnes? Ben, beaucoup d'historiens, justement, mettons, ils se fieront au témoignage des internés qui traitaient très durement, et beaucoup d'autres historiens, je veux dire, on est trois qui fait le sujet. Il y a une historienne là-dedans qui essaie de plus rétablir son nom à ce niveau-là. OK. Dans le fond, ils veulent prouver que peut-être il aurait été forcé justement par les Japonais de falsifier ses rapports, possiblement? Oui, carrément. OK. Merci. Julien, dans ta présentation, tu parles de deux discours sur les camps. Est-ce que toi, tu supportes une de ces deux visions-là, ou tu penses qu'il y a peut-être un juste milieu entre les deux après avoir fait tes recherches? Après la conclusion de mes recherches, je pense qu'il n'y a pas un juste milieu à faire. Je pense qu'honnêtement, les Américains avaient raison là-dessus. Il y en a peut-être certains qui ont, disons, comment dire, un peu exagéré, oui, merci, exagéré un peu leur témoignage. Comme je dis, il y en a beaucoup, c'était des journalistes. Bon, je ne veux pas insulter personnellement les journalistes, mais c'est dans l'optique, par exemple, de faire des livres là-dessus, puis un peu de publicité. Donc, ils ont peut-être un peu exagéré certains côtés de leur internement. Malgré tout, qu'est-ce qu'ils écrivaient concordait avec les témoignages des Britanniques et des Canadiens qui sont restés plus tard durant la guerre. Et oui, c'est ça. Allô? J'ai une question, une pour vous deux, en fait une chacune. Voilà. Pour Julien, je me demandais, qu'est-ce qui explique le fait que les Américains ont pu rapatrier si rapidement leurs réfugiés, ou en tout cas les gens qui vivaient à Hong Kong, puis que les Canadiens non? Parce que en fait, le principal belligérant avec les Japonais, ben, c'était les États-Unis. Donc, je me demandais qu'est-ce qui expliquait en fait cette différence de traitement. Puis pour Daniel, en fait, je suis vraiment pas calée en histoire de la Chine, mais je me demandais, est-ce que justement le conflit entre les communistes puis Chiang Kai-shek, est-ce qu'il est déjà amorcé durant cette guerre-là? Est-ce que ça a joué un rôle justement dans peut-être les problèmes d'approvisionnement ou le fait qu'ils étaient divisés? Je sais pas, même à l'intérieur de la ville de Chongqing, si il y avait justement un jeu de pouvoir entre différentes factions qui a pu affaiblir aussi les institutions ou voilà. Ben, pour répondre à ta question, là-dessus, c'est quand même la base de mon chapitre 3 qui n'est pas encore totalement écrit. Excusez. Donc, je n'ai pas des réponses précises là-dessus. Ce que je sais toutefois, c'est la raison pourquoi le Canada a attendu aussi longtemps, c'est qu'il voulait longtemps se rattacher à niveau diplomatique à la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, pour une raison quelconque, n'a jamais été capable de faire un échange avec les Japonais. Principalement, en fait, c'est qu'on peut faire un lien directement avec l'internement des Japonais ici au Canada et aux États-Unis. Les États-Unis avaient vraiment, pour ainsi dire, une grande monnaie d'échange à faire par rapport au Japon. Comparé au Canada, comparé plutôt à la Grande-Bretagne, sa seule monnaie d'échange, c'était 30 pêcheurs japonais qui étaient en Australie. Donc, c'était pas aussi important qu'ici. Le Canada a décidé qu'il y avait quand même quelque chose comme 30 000 Japonais dans son territoire qui auraient pu échanger, a préféré faire cavalier seul et se rallier avec les États-Unis pour faire des échanges à ce niveau-là. OK. Alors, pour répondre à ta question, Magali, les communistes et les nationalistes ont formé un front commun ensemble autour de 1936. En fait, c'est le deuxième après que ce soit trahi, plus tôt, en 1927. Mais ils ont donc formé un nouveau front commun en 1936, je ne me trompe pas. Et pendant l'ensemble de la guerre, ils ont théoriquement combattu ensemble. Mais à partir des années, je pense que c'est 42-43, ils ont aussi commencé à un peu s'affronter entre eux. Il y a eu des incidents un peu problématiques entre des bataillons qui se sont tirés dessus. Mais globalement, ils se battaient un peu dans des théâtres un peu différents. Alors, il y a beaucoup de tractage quand même politique à Chongqing entre les communistes et les nationalistes. Puis il faut expliquer aussi que les nationalistes eux-mêmes sont extrêmement divisés. La seule figure qui a vraiment un pouvoir réel, c'est Chiang Kai-shek lui-même. Après ça, il y a énormément de factions qui s'affrontent, qui lui aussi a des conséquences sur l'approvisionnement de la Chine. Puis Chiang Kai-shek, lui non plus, il va pas jouer nécessairement gentil avec le matériel, il va l'utiliser contre ses rivaux. Donc, c'est une situation très complexe. Merci. Allô? Ma question est pour Daniel. J'aimerais savoir si tu sais s'il y avait des refuges pour les personnes dans la ville qui avaient perdu leur maison, si le gouvernement avait prévu quelque chose, ou si les gens vivaient dans la rue durant toutes ces années. Donc ceux qui n'ont pas accès à des refuges, qu'est-ce qu'ils font? Ou s'il y avait des refuges, justement...
Non, je pense pas. Non, mais Donc, je sais pas. non, mais c'est dans le sens que le régime chinois est pas nécessairement est pragmatique. Il donne un permis, par exemple, pour avoir accès à un refuge si, mettons, tu travailles pour le gouvernement ou pour une usine dans la ville, ou si tu es un résident, c'est possible aussi d'avoir un permis. Mais si tu l'as pas, ben, tout bad, tu vas pas rentrer dans l'abri puis tu vas subir les bombes. Donc, c'est le même. C'est le même Ok. Chine. Merci. Question pour Daniel. C'était quoi la nature des industries qu'il y avait à Chongqing? La production à Chongqing elle a beaucoup changé parce que la ville s'est rapidement faite bombarder systématiquement. Donc, la majorité de la production dans la région, je pense très rapidement, il n'y en a plus, en fait, pour être honnête. Dans les périphéries, là, il y a plein de choses. Là. Il y a la production légère, la production lourde, tout pour reconstituer un État dans un nouveau territoire, essentiellement. OK. Mais les disperser pour ne pas se faire détruire par le bombardement. J'aurais une question pour mon collègue Daniel. Ni l'autre. On l'a vu, par exemple, durant la bataille de Shanghai en 1937, qu'il y avait différents quartiers occidentaux qui ont été largement épargnés par les bombardements ou par la bataille. Est-ce qu'on avait un peu la même situation à Chongqing où, de façon peut-être improvisée ou allouée par le gouvernement, qu'il y avait des quartiers réservés pour les Occidentaux qui ont été plus épargnés que d'autres sections de la ville? En théorie, oui. Dans le sens que quand il y avait le fameux drapeau anglais, ou le fameux, peu importe, un des drapeaux des pays qui ne sont pas encore dans le conflit avant 1939, avant 1941, il y a les drapeaux, puis les Japonais ne sont pas supposés les bombarder, mais la ville de Chongqing est particulièrement compacte, donc ils vont, ils vont bombarder ces installations-là, donc les ambassades des différents pays, puis le fameux hôtel où est-ce que presque tous les journalistes américains, ou même, en fait, je veux dire, occidentaux étaient, vont aussi se faire bombarder à quelques reprises, donc non. Ils n'ont pas cette chance-là. J'aurais une question, j'aurais une double question, une pour Daniel. Je me posais la question, pourquoi avoir créé, parce que tu disais que tu l'avais créé justement la décennie de Chongqing, tu l'avais imaginé, ben, tu l'as suggéré en fait, mais pourquoi l'avoir créé? OK. Dans le fond, quand on regarde le régime nationaliste en Chine, ils ont été au pouvoir de 1927 à 1949 environ, et généralement on divise la première partie avec la décennie de Nankin, puis après ça c'est seulement le conflit sino-japonais et la guerre civile. Alors la manière que je le voyais, c'est tout simplement, on a une période de progression, une période de construction d'un État ou d'un projet politique, et après ça, au premier regard, ça ressemble à être seulement un énorme déclin, une période de chaos et de violence. Et je me disais qu'en présentant la décennie de Chongqing comme une période, elle aussi, marquée bien entendu par le conflit, ça me permettait de mettre l'accent sur ce projet politique-là, puis aussi sur les liens avec la décennie de Nankin, qui, malgré tout, n'existe plus parce qu'elle a été détruite complètement en 1937. Alors, c'était un peu l'idée, c'était de faire un contrepoids un peu à un discours uniquement centré sur le conflit. D'accord, merci. Pour Julien, je me demandais, et peut-être que je suis un petit peu confus, parce que tous les deux, je crois que vous avez parlé de la presse américaine, mais pour la presse américaine qui critiquait justement les internements après le retour des Américains, au niveau de la presse canadienne, est-ce qu'il y avait des réactions qui étaient assez vives quand même, ou puisqu'on n'avait aucune information, qu'on était dans le flou, la presse canadienne ne parlait pas vraiment des internés de Stanley Camp? C'est vraiment une très bonne question, en fait. Je suis content que tu la poses. Là-dessus, je ne l'ai pas mentionné, mais les premiers témoignages des Américains ont sorti dans les premières semaines et très rapidement, le gouvernement américain va tenter d'étouffer toute mention de Stanley Camp, de sorte à ne pas envenimer les relations avec le Japon pour procéder à un deuxième échange. Donc, au Canada, on a eu certaines, échappements de la presse canadienne qui ont commencé à parler un peu du camp, mais c'était vraiment très limité et vraiment rapidement étouffé aussi par le Canada. Donc, oui, très peu. Merci beaucoup.